Bonjour à tous, c'est l'heure des grandes gueules. Heureux de vous retrouver comme tous les jours en direct durant ces 3 heures. 3 heures de liberté d'expression que vous allez exercer avec nous, bien sûr, au 32-16, avec rmc.fr, le hashtag GGRMC si vous voulez participer par exemple à nos débats via Twitter. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Qui est là aujourd'hui dans les GG? Qui participe à ce show? Le docteur Jimmy Mohamed, médecin généraliste urgentiste. Bonjour docteur. Bonjour Alain, bonjour Olivier, bonjour à tous. Un instituteur et des nôtres aussi, directeur d'école, Sylvain Grandserre, il enseigne en Normandie. Bonjour. Salut Alain, bonjour à tous les autres. Et puis une prof de français et des nôtres aussi. Bonjour Madame Fatima Idbounois. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules de Londres. Un animateur de télé sera avec nous aussi tout à l'heure dans le grand oral des GG. L'été dernier, il faisait partie des animateurs que les Français voulaient revoir à l'antenne, en direct. Eh bien Vincent Lagaffe revient avec un jeu qui s'appelle Strike sur C8. Attends, on peut s'arrêter une seconde sur ce que vient de faire à mes côtés Fatima lorsque tu as annoncé Vincent Lagaffe. Vas-y. Non, je voulais faire son truc là. Bah vas-y. Mais vas-y. Assume. Non, j'assume. Mais si, Bibi, assume. J'avais fait super discrètement. Ouais, Non, c'était ça, son arrivée. Non, mais c'était ça, bip bip. Ouais, c'est ça, 3 fois il le fait, parce qu'on a eu la chance de voir en avant-première, si vous voulez, son jeu, quelques extraits notamment du jeu Strike. C'est vrai qu'il arrive en faisant bip bip, comme vous vous souvenez, Michel Creton dans Les Bronzés. Exactement. C'était le cri de ralliement. Non, mais etc. moi, ce qui me surprend, c'est qu'une prof de français sérieuse comme Fatima regarde Vincent Lagaffe. non, Mais je regardais quand j'étais petite et Le Big Deal. je regardais. Non, c'est pas. Il a présenté pas mal de trucs. Bah, il y avait le juste prix aussi. Il y avait le juste prix aussi. Il y avait. Ah bah, c'était vraiment l'animateur populaire par excellence, Vincent Lagaffe, dans les années 90. Tu parles au passé. Comment? Tu parles au passé. On verra s'il a toujours cette popularité. Ce sera l'audience qui démontrera ça. Et il sera tout à l'heure dans le grand oral des GG, Vincent Lagaffe. 8h-5, le match des grandes gueules. 11h20, grande gueule du jour. La question grande gueule, est-ce que Macron est anti-écolo? Bon nombre de députés au sein même de La République En Marche en veulent au président et au gouvernement de ne pas aller plus loin dans le vote d'interdiction du glyphosate. Le fait de ne pas avoir mis l'étiquetage Nutri-Score, de ne pas être allé loin dans l'écologie, bien traiter les animaux, l'obligation des caméras notamment dans les abattoirs. Macron, le président anti-écolo, 32-16 pour en parler tout à l'heure à 11h20 avec les GG. 11h le monde de Macron. 11h-20, les GG veulent savoir, est-ce qu'on cherche à abattre Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise? Il y a une enquête qui est en cours sur une éventuelle violation des règles en ce qui concerne la campagne électorale, la campagne présidentielle de 2017. J'ai tout respecté honnêtement et scrupuleusement, dit Jean-Luc Mélenchon, mais on voit bien qu'on essaye aujourd'hui de nous abattre à la France Insoumise. Et les GG veulent savoir s'il a raison ou pas. En attendant, qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? L'évacuation de camp de migrants, le plus grand à Paris, aujourd'hui. 1700 personnes et c'est la 35e évacuation de camp de migrants en 3 ans. Mais est-ce qu'on va arriver à trouver des solutions pérennes ou est-ce que ça va recommencer? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Dans tous les cas, écoutez Madame la maire de Paris. RMC, à la une des grandes gueules. On peut se satisfaire enfin que les personnes aient été mises à l'abri. La plupart d'entre elles, environ 1000 personnes, sont montées dans des bus pour aller vers des lieux d'hébergement. Plus de 40% d'entre elles d'ailleurs dans des lieux d'hébergement à Paris. La ville de Paris a mis à disposition, comme nous l'avons fait à chacune des mises à l'abri, des gymnases. Nous avons mis à disposition des gymnases dans la capitale et puis aussi un terrain qui est un terrain destiné aux gens du voyage dans le Bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement, un terrain viabilisé, prêt à accueillir ces personnes. Donc la maire de Paris nous donne les solutions d'hébergement pour ces migrants qui ont été évacués ce matin. Évacuation toujours en cours d'ailleurs. Oui, il faut rappeler qu'il y a eu un bras de fer entre la maire de Paris et Gérard Collomb pendant de longues semaines. Chacun se renvoyait un peu la balle. Bras de fer finalement sur le dos de ces migrants qui dorment dehors. Alors il y a 3 grands camps de migrants à Paris. Il y en a un à Porte de la Chapelle, entre 300 et 400 personnes. Il y en a un le long du canal Saint-Martin où vivent quelques 800 migrants, surtout des Afghans. Et puis il y avait celui-là, le plus important, 1700 personnes recensées sur le campement du Millénaire dans le 19e arrondissement. Ce sont surtout des migrants qui viennent de l'Afrique noire, Soudan, Somalie, Érythrée, des migrants qui sont donc pris en charge dans 24 structures d'accueil, essentiellement des gymnases mobilisés en Ile-de-France mais aussi à Paris. D'ailleurs, Gérard Collomb reprochait à la maire de Paris de prendre finalement assez peu de
migrants à l'intérieur de Paris et souvent on les renvoie à l'extérieur, notamment en banlieue. Donc là, on a la mise à l'abri de ces migrants avec une lettre qui a été remise à chaque migrant, à la fois en anglais et en arabe, pour expliquer que la France était une terre d'accueil, qu'il y avait des démarches à faire pour être soit demandeur d'asile, soit obtenir le statut de réfugié, soit recevoir de l'aide pour réintégrer son pays, un soutien financier. On verra si ces migrants vont le faire, parce que la plupart, en fait, puisque là ce sont plutôt des anglophones, veulent rejoindre la Grande-Bretagne, et Paris est finalement la ville de transit. Est-ce que finalement on règle le problème ? Tu as rappelé que c'était la 35e opération d'évacuation depuis 2015. 28 000 migrants ont ainsi été évacués à Paris. Donc quelle est la solution durable ? Ou est-ce que c'est une évacuation pour rien finalement ? Et c'est-à-dire que ces camps vont se reconstituer ailleurs. 32-16 pour en parler avec les GG. Monsieur Sylvain Grandserre. Je pense pas que ce soit une évacuation pour rien. Il y avait vraiment une urgence quasi sanitaire. Moi, je pense notamment aux riverains qui ont témoigné. On les a entendus. C'est quand même très particulier d'avoir comme ça une masse de migrants, de réfugiés au pied de l'immeuble. Deuxième urgence pour eux-mêmes, parce qu'effectivement, c'était pas des conditions viables. Et puis, je suis content qu'un problème mondial ne soit pas traité qu'à l'échelle municipale. On voit bien que les communes n'ont pas les moyens de répondre à ce flux. La question des pistes, si on les avait, les pistes, on les a, les solutions, elles sont difficiles à trouver. D'abord, effectivement, que l'État s'en mêle, en deux mots. Et puis, vraiment, la grande absente à chaque fois, l'Union européenne. On voit bien qu'on est quand même sur des stratégies au sein de l'UE où les uns tentent de se faire élire et y arrivent en s'annonçant pays sans migrants. Je pense à la Hongrie, où tu obtiens 50% des votes quand tu dis que tu ne voudras pas de migrants. Donc ou l'Italie du Sud qui allait dépasser aujourd'hui. Donc voilà, moi ce que j'ai à dire là-dessus, c'est d'abord, il faut que l'État s'en occupe vraiment. Alors on va me dire à chaque fois, t'as qu'à les prendre dans ton jardin. C'est le truc habituel, on nous fait le coup à chaque fois. Dès qu'on a un peu de compassion et un peu d'humanité pour ces parcours complètement sidérants, c'est des années de traversée, de prise de risque pour arriver jusque chez nous. Donc à chaque fois on me dit, t'as qu'à les prendre dans ton jardin. Mais oui, mais moi quand je me plains du traitement des malades du cancer, je vais pas les prendre chez moi. Il faut une réponse étatique. Il faut vraiment une réponse des pouvoirs publics. Donc l'État, l'Union européenne. Quelle réponse ? Et une réponse pérenne. Là, la réponse de l'État y est, puisque c'est l'État qui trouve les structures qui les met à l'abri. La réponse pérenne, à mon avis, elle a intérêt à exister, parce que pour moi, c'est pas du tout une mode, c'est pas une passe, c'est un mouvement de fond global, général, qui touche d'abord en premier les pays les plus pauvres. Il y a plus de 80% de la migration sur Terre se fait entre pays pauvres. On l'a vu avec le Burkina Faso, on l'a vu avec le Liban. Est-ce que la solution, c'est d'accueillir tous ceux qui viennent du continent africain Et on les accueille pas tous, puisqu'ils vont d'abord ailleurs dans d'autres pays, et puis certains, au bout d'un périple incroyable, arrivent jusque chez nous. Donc le gros souci, à mon avis, c'est que pour l'instant, on est face à une masse, et on peut faire que du cas par cas, entre ceux qui pourraient retourner au pays, ceux qui pourraient partir en Angleterre, ceux qui pourraient rester, ceux qui vont peut-être repartir dans le pays par lequel ils sont entrés en Europe. Mais ça, c'est du cas par cas. Et moi, très honnêtement, pour le coup, autant l'image est impressionnante, autant je me laisse pas impressionner par les chiffres. Ça reste des chiffres tout à fait modestes, voire étonnamment faibles par rapport à ce que sont capables de faire d'autres pays qui n'ont pas nos moyens. Je pense que quand les gens te disent tu n'as qu'à les prendre dans ton jardin, ce que ça veut dire aussi, c'est on ne fait pas de la politique avec de bons sentiments. Parce que j'ai l'impression que pendant tout un moment, on était dans quelque chose de super binaire, où il y avait les gentils d'un côté qui disaient c'est inhumain, il faut les accueillir, et ceux qui étaient considérés comme des méchants lorsqu'ils disaient attendez. C'est pas si simple que ça finalement. Et parmi ces personnes-là, certaines finissaient par répondre ça. Donc là, moi, ce que ça m'inspire quand je vois cette évacuation-là, et quand je les croise, parce que je les croise souvent pour le coup, parce que je suis vraiment dans le coin où je peux, dans tous les coins où je vais, je vois les habitations et toutes ces personnes-là. C'est que j'ai l'impression de vivre dans le film Le Jour sans fin. Vous savez, où il revit la même journée à chaque fois. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, là, c'est la 35e évacuation, et j'ai envie de dire, et après, on évacue encore, et après, dans le sens où si dans 15 jours ils n'ont pas de réponse, on va les retrouver dans la rue. Il y a simplement, il y a un décalage. Donc, il y a un autre campement qui va se reconstituer quelque part. Et le problème, c'est qu'on nous fait croire que c'est une réponse, alors que c'est une réponse conjoncturelle, on va dire, à un problème structurel. Et ce qui m'inquiète, c'est que ces réponses structurelles, c'est ce que tu disais, là je te rejoins, c'est quelle est la marge de manœuvre de la France dans l'Union européenne. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, soit c'est l'Union européenne, donc on règle les problèmes ensemble, mais là j'ai l'impression que on est ensemble, mais c'est votre problème.
Et pareil pour les propositions. Dans la lettre qui est proposée, tu disais 3 propositions. On propose tout sauf ce qu'ils veulent. Eux, ceux qui veulent passer, on leur propose pas. Tu sais ce que je veux dire ? On leur propose de retourner dans leur pays, de rester là même s'ils n'ont pas envie. Enfin, c'est surtout beaucoup veulent essayer d'aller en Angleterre via des réseaux aussi. Et enfin, pour finir, en termes de communication, je vois partout la communication là, ça s'est déroulé dans le calme. C'est pour ça, ça règle rien que ça soit déroulé dans le calme. Ça ne règle pas la suite. Alors, vous voyez. Jimmy Mohamed, écoutez, docteur. je pense que le gouvernement traite les migrants comme on traite de la poussière quand on est étudiant, c'est-à-dire qu'on la met sous le tapis et puis on attend que ça s'accumule avant de faire quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut faire le ménage en parlant des migrants, et je pense qu'on oublie qu'un migrant, c'est un homme qui a souvent risqué sa vie, qui a traversé des pays, qui fuit un pays en guerre, qui était prêt à mourir sur un bateau en Méditerranée, qui trouve sur sa route des fachos dans les Alpes qui empêchent de passer l'Italie, condamné par Gérard Collomb en parlant de gesticulation, simplement, alors qu'il préfère condamner des choses bien plus insignifiantes, qui se retrouve ensuite au nord de Paris à vivre comme des moins que rien. Je pense qu'on traite mieux les animaux que des migrants. Et tout d'un coup, une fois qu'il y en a trop, on décide de les évacuer en disant, voilà, ça y est, il n'y en a plus. Mais jusqu'à quand ? On va les mettre dans des gymnases. Très bien. Donc c'est ça, la solution. Alors je ne dis pas qu'on peut régulariser tout le monde, mais je pense qu'en attendant de statuer sur leur cas, et s'il y a des gens qu'on peut accueillir, qu'on les accueille, on n'est pas obligé de les maintenir dans ces conditions de vie inhumaines. La preuve que non, parce qu'on les évacue et qu'on a trouvé des structures d'accueil. Mais jusqu'à quand ? On les évacue, on les met dans un gymnase, et puis, comme le disait Fatima, on va les retrouver dans la rue au bout de 10 jours, parce qu'aucune solution n'est proposée. La France, elle a bon dos, elle fait ce qu'elle peut, la France. La France, je pense, elle est un des rares pays à sauver des migrants en Méditerranée. C'est pas la Turquie ni la Libye qui sauvent les migrants en Méditerranée. C'est pas les pays arabes qui sauvent des migrants en Méditerranée. C'est la France et c'est l'Europe, et c'est d'ailleurs l'honneur de la France de le faire. La France est de trouver des solutions, des structures accueil. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue, donc il faut s'occuper de tout le monde. Moi, je trouve que ce procès qu'on fait à chaque fois aux autorités, certes, c'est trop long, bien sûr, que c'est ce jeu de je renvoie la balle entre Hidalgo et Collomb et un côté indécent, on est d'accord, mais de faire chaque fois le procès de la France en disant oui, vous en font pas assez, etc., je trouve c'est trop facile. C'est même démago. Je pense qu'Olivier, ce n'est pas démagogique. Comme c'est démago de dire on peut accueillir aucun migrant, qu'il faut fermer nos frontières, mais finalement, c'est ce que, comme dit Fatima, c'est deux discours binaires qui donnent pas de solution. Je pense que l'histoire retiendra la façon dont on a traité les migrants, et que peut-être dans 50, 60, 70 ans, si la France venait à basculer, on ne sait pas comment ça va évoluer, l'histoire nous regardera, comme en Italie. Nous regardera en disant voilà comment vous avez accueilli les migrants, et n'oubliez pas que peut-être nous serons peut-être les migrants de demain. Et n'oubliez pas. Aujourd'hui, Jimmy, ça provoque la montée de l'extrême droite en Allemagne, l'arrivée des populistes en Italie, le Brexit en Grande-Bretagne, la fermeture des et donc c'est ça qu'on fait. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Dans ces cas-là, il faudrait maltraiter les migrants. Non, mais il ne faut pas avoir des propos faciles. C'est pas un propos facile de dire qu'on peut accueillir dignement des migrants en attendant de statuer sur leur sort. Est-ce qu'on peut les accueillir dignement ? On est en masse. Écoutez, ça c'est un peu l'argument du Front National de dire qu'il y aurait la France est envahie de migrants. En Allemagne, ce qui se passe, ils ont reculé. Angela Merkel, elle a reconnu que c'était qu'elle avait 1 million de migrants. On parle d'1 million de migrants. Oui. Alors justement, vous citez le Front National. Nous sommes avec Valérand de Saint-Just, qui est le président du groupe FN au Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour, monsieur Valérand de Saint-Just. Oui, je vous remercie de me prendre à l'antenne parce que je siège en commission permanente. Alors, merci. Il y a l'évacuation qui est en cours ce matin. On voit bon nombre d'élus parisiens qui réagissent. Qu'est-ce que vous attendez de cette évacuation, alors, monsieur Valérand de Saint-Just ? De cette évacuation, qu'on puisse permettre aux gens qui sont sur notre sol à l'heure actuelle de vivre dignement, parce que c'est la double peine de la part de Madame Hidalgo et du gouvernement. Non seulement on leur dit, comme Madame Hidalgo, vous pouvez tous venir et vous serez bien accueillis, donc ils viennent, il n'y a plus de frontières, et en même temps on les fait vivre dans des conditions particulièrement indignes et scandaleuses, comme à Paris, comme à Calais, comme à Dunkerque. Là on en a 3000 à Paris. Que fait-on d'eux alors, monsieur Valérand de Saint-Just ? Ceux qui sont sur notre sol, il faut s'en occuper dignement, et ensuite il faut les faire repasser notre frontière, parce que c'est ça que le Front National demande, que les migrants ne puissent plus venir en France. Il faut reprendre le contrôle de nos frontières, et il faut faire comme un certain nombre de pays européens d'ailleurs, ne plus permettre et ne plus faire savoir à ces migrants qu'ils peuvent venir sur notre Donc pays. Il faut les renvoyer au Soudan, en Somalie, en Érythrée là. Et évidemment, toute autre politique est totalement irresponsable vis-à-vis des Français et vis-à-vis des populations. L'Érythrée, c'est un pays en guerre, il y a
sans doute Écoutez, monsieur, de conventions internationales. Il existe une politique d'asile en France extrêmement précise. Ceux qui sont par exemple en danger, eh bien, on traite leur dossier. En fait, ils sont très très peu nombreux. On sait très bien que c'est une immigration économique, c'est pas une immigration d'asile. Voilà. Si on agit autrement, en même temps, on nuit énormément à ceux qui sont sur notre sol et à ceux qui veulent y venir, et on nuit énormément aux Français, parce que moi je suis aussi solidaire de toutes les populations qui vivent autour de ces camps de migrants, et de tous les Français, même de moi-même, qui dépensons des impôts absolument considérables. C'est la 35e opération de ce genre à Paris en 3 ans. 35e opération. Ça montre le laxisme et l'incapacité des pouvoirs publics de façon incroyable, ce chiffre. Et non, si c'est la 35e, il n'y a pas de laxisme. Si c'est la 35e fois, ça veut bien dire qu'on s'en occupe. Enfin, écoutez, monsieur, c'est complètement paradoxal ce que vous dites. On ne devrait pas avoir à faire 35 fois cette opération. Il faut prendre des mesures nécessaires, et celles que le Front National propose, évidemment. Voilà. Merci Valérie de Saint-Just. On va vous laisser retourner au Conseil régional de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Les réactions commencent à arriver sur rmc.fr. Je vais vous en lire quelques-unes dans un instant. Celle de Gilles, si vous voulez, tout de suite, qui dit, un peu dans la foulée de ce que nous dit Valérie de Saint-Just, les grandes gueules, vous dites qu'on en est à la 35e opération. Ça veut donc dire une chose, c'est que ça se reconstitue à chaque fois, qu'on a des camps qui reviennent. Donc on peut attendre les 36e, 37e, 38e, 50e, 100e évacuation. C'est n'importe quoi. C'est surtout, me dit Gilles, qu'on n'a pas la bonne solution. 32-16 pour continuer d'en parler avec les GG. On parle de cette évacuation de camp de migrants à Paris, camp du millénaire, mais c'est la 35e. C'est important de le dire, d'avoir ce chiffre en tête, ce qui sous-entend qu'après 35 évacuations, et véritablement, ce sont les mails qui reviennent le plus, sont ceux-là. Mais nous dire, si on est déjà à 35, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le problème, et que ces camps vont se reconstituer dans d'autres endroits de Paris. Je peux te dire qu'il y en aura même 37, puisqu'il y a le camp du canal Saint-Martin et celui de la porte de la Chapelle. Donc ça fera 37, puisque ces deux-là vont être évacués. C'est ce qu'a dit le préfet de région prochainement. Alors d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi on attend, en fait. C'est ça qui est... Pourquoi on attend? Pourquoi on le fait pas tout de suite? Et pourquoi on communique encore? Pourquoi il y a cette lettre avec écrit France Terre d'accueil? C'est pour donner des consignes. Mais c'est quoi le message? De dire finalement France Terre d'accueil? C'est pour expliquer ce qui va se passer, parce que si tu veux, ces gens, au moment où ils vont arriver les CRS, ils ne comprennent pas trop ce qui va arriver. Donc on leur explique qu'ils sont pris en charge. Avoir des ambitions, c'est bien, mais avoir les moyens de ces ambitions, une petite somme d'argent pour rentrer chez eux. Jimmy Mohamed, on écoute Leïla dans un instant. Ce qui est un peu insupportable, c'est que Anne Hidalgo avait dit Welcome Refugees. Elle avait dit qu'on allait bien sûr venir les migrants, et cette petite guéguerre entre M. Collomb et Anne Hidalgo est absolument insupportable. Ça, c'est les limites de la com. J'ai cru comprendre que Gérard Collomb cherchait à mettre en difficulté Mme Hidalgo en la laissant s'enliser dans cette situation. Mme Hidalgo dit que c'est la faute du ministère de l'Intérieur, et finalement les migrants se retrouvent au milieu de tout ça, les migrants, à vivre dans des tentes. Les riverains aussi. Mais à mon avis, et les riverains, c'est bien, c'est toujours dans les quartiers quand même assez populaires que ça se passe. Ça se passe jamais dans le 16e arrondissement ou le 7e, ou ça se passe jamais dans les quartiers bourgeois de Paris. Tu remarqueras que ces migrants, on les laisse s'installer toujours dans les quartiers les plus pauvres. Donc on met de la pauvreté avec de la pauvreté. Et de la violence aussi. De la violence avec de la violence. Et peut-être qu'on intervient moins rapidement, parce que finalement ce sont des endroits où il est admis que des gens s'installent dans des conditions indignes. Est-ce que si on avait mis ces camps de migrants place Beauvau devant M. Collomb, ou place de l'hôtel de ville devant Mme Hidalgo, est-ce qu'on aurait attendu des mois? Alors moi je pense qu'on laisse s'accumuler. Parce que Jimmy n'a pas fini. Je dis oui. Alors je ne sais pas si on les mettait place Beauvau, ça changerait grand chose, parce que on considérait les migrants un peu comme des déchets, et qu'on se dirait ils gênent l'élite de la nation, et du coup il faut s'en débarrasser et les repousser néanmoins. C'est moi qui le vois. Je pense qu'on les met effectivement. Ils ne le voient pas, ils ne le vivent pas avec. Ils le vivent pas. Ils vivent pas avec les migrants. Ceux qu'on voit notamment par exemple la porte de la Chapelle vivent sous le périphérique. J'en vois plein sur l'entrée d'autoroute de la A1. Ils sont là depuis des semaines et des mois. Je les vois régulièrement. Toi, tu les vois? Je les vois. Oui, mais je les vois en voiture. Donc je suis pas non plus riverain. Il n'y a pas des riverains collés sous le périphérique. Donc ça peut gêner ceux du canal Saint-Martin, ceux de la Chapelle, à Stalingrad, il y en a encore. Mais bizarrement, la com, je trouve qu'elle est un peu fatigante du gouvernement Macron, parce que on a eu toute cette
tout cet éloge à Mamoudou Gassama, le bon migrant qui a sauvé un petit enfant, là c'était formidable, il a le droit à la nationalité, il a le droit d'être français, il mérite d'être français, et les autres finalement, comme ce ne sont pas des héros, eh ben on va les mettre de côté encore une fois. Donc je trouve la communication du gouvernement assez exaspérante dans cette époque où ils ont durci la loi asile-immigration, saluée par l'extrême droite qui dit que c'est une bonne loi, qu'on pourrait peut-être aller encore un peu plus loin. Je pense que ce message est inquiétant. Leïla est avec nous. Bonjour Leïla. Bonjour à tous. Fidèle Bonjour, des GG, infirmière du côté du Rhône. Leïla, que fait-on? Est-ce que c'est la bonne solution, l'évacuation, le regroupement, et puis aller vers des endroits qui soient plus sécurs, où il y a une meilleure prise en charge, selon vous? Alors moi, je suis entièrement d'accord avec Fatima. J'ai envie de vous dire, oui, mais après, le problème de l'immigration, c'est pas un problème qui date des migrants. On a fait une superposition de couches au niveau de l'immigration parce que on a eu auparavant une immigration qui venait plus des pays maghrébins, on a eu une immigration qui venait plus des pays de l'Est, et j'en passe et des meilleurs, et on n'a pas résolu ces problèmes et on a superposé des couches, ce qui fait qu'on se retrouve avec en fait un effet boule de neige. Ouais. On se refile le bébé quelque part, mais il ne faut pas oublier que ce sont des hommes et des femmes, effectivement, et qu'ils ont droit à une certaine dignité quand même. Ça, je pense que c'est important. Mais je pense également qu'il faut vraiment que le gouvernement, malgré ce qui a été fait, prenne en main la situation, et notamment de l'immigration économique, Oui. parce que ça aussi, je pense que c'est un problème qui vient se superposer aux demandeurs d'asile. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème, on ne pourra pas résoudre. Juste On on va pas accueille résoudre le 200. problème. Il faut rappeler quand même, la France chaque année régularise 200 000 migrants. Hein. Ce sont donc des immigrés, parce que maintenant on dit migrants, mais des immigrés, de 200 000 chaque année. Donc la France accueille des immigrés. Après, certains disent qu'il faudrait mettre des quotas. Il faudrait une immigration choisie. C'était le terme de Nicolas Sarkozy, mais Manuel Valls emploie à peu près la même expression. Il dit qu'il faudrait des quotas. Malek Bouti le dit. Il faudrait pouvoir organiser et pas subir. Et surtout là on parle de migrants économiques. Je me souviens que Laurent Wauquiez disait qu'on voulait les papiers pour avoir le RSA. On a l'impression que quand on parle de migration économique, on dirait moi qui décide d'aller dans la Silicon Valley pour essayer de gagner un peu plus d'argent. Ces gens qui sont prêts à mourir en mer pour essayer de gagner, de vivre correctement, ils crèvent chez eux et ils sont prêts à mourir en Méditerranée. Donc arrêtons de parler de la migration économique comme s'ils allaient voler l'argent des Français, qu'ils allaient prendre le travail des Français de la même façon, comme si, notamment quand on parle de l'aide médicale d'État, on a l'impression que quand les migrants ont l'aide médicale d'État, ils vont s'acheter des lunettes Chanel. Mais c'est même pas la question. C'est pas la question, c'est les moyens de la mise en place, c'est les moyens de l'accueil. C'est pas la question, comme tout à l'heure, tu parlais de la dignité. Regarde, le Front National disait exactement la même chose que toi, finalement. Puisque l'enjeu. Non, si. Le constat était le même, c'est-à-dire, c'est des conditions indignes. Une fois qu'on a dit ça, c'est la suite qui change. Peut-être une vision floue sur le Front National, parce que j'ai pas dit la même chose que. Non, mais ne dis pas que j'ai la même chose que cette personne du Front National. Lui dit il faut les accueillir correctement, ça c'est vrai. Et ensuite il faut les dégager. Il a dit il fallait tous les exclure. Donc c'est la suite. Non, il a dit qu'il faut. Mais les positions du Front National, ni de près ni de loin. Sur l'accueil digne, c'est-à-dire le débat, il est pas là. Mais ça, tout le monde dit qu'il faut un accueil digne. C'est la suite. Toutes les formations politiques disent qu'il faut un accueil digne. Le problème, c'est que personne ne dit ce qu'on fait après. Et je rappelle si on dit, Gérard Collomb, il y a une loi, on en a parlé. Mais Gérard Collomb dit il faut être plus ferme avec ceux qui ne doivent pas rester sur le territoire et les raccompagner. Mais il y a très peu de raccompagnement. En fait, il y a très peu de raccompagnement à la frontière, de reconduite à la frontière, chercher le terme. Non, mais il faut être plus ferme et en même temps accueillir plus rapidement, c'est-à-dire accélérer les procédures, notamment lorsqu'il y a des demandes d'asile. C'est ça ce que dit Collomb. C'est du en même temps. Non, mais alors à ce moment-là, si on nous dit, soyons concrets. Sylvain, tiens, si on nous dit qu'ils sont Soudanais, Somalie et Érythrée, qui sont pas trois pays connus pour leur processus démocratique et leur il fait bon vivre là-bas. À ce moment-là, ça veut dire, puisque on les a évacués, qui sont 1700, c'est 1700 personnes.
auxquels il faut délivrer des droits de séjour, parce qu'ils le demandent des pas. titres. Parce qu'ils le demandent pas, parce qu'ils veulent aller en Grande-Bretagne la plupart. Poser la question. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est du cas par cas. Et aussi, ils fuient la France parce qu'ils voient dans les conditions dans lesquelles on les accueille et qu'ici, ils n'ont absolument aucune perspective. Ils se disent qu'ils sont on va à Calais, ils sont tous dans les camps qui sont au nord de la France. En fait, c'est un peu un jeu pervers parce qu'on est la patrie des droits de l'homme, donc c'est pour ça qu'on essaye quand même de dire welcome et qu'on leur donne des papiers explicatifs comme ce matin dans différentes langues. Et en même temps, on veut pas non plus être les dindons de la farce et voir les autres pays se débarrasser comme ça du package. C'est en train de se faire, puisque l'Allemagne maintenant refuse. Oui, parce qu'ils ont pris. En général, ils viennent d'Allemagne maintenant. Ils ont pris beaucoup plus que nous. Moi, j'insiste sur différentes choses. La première, d'abord, c'est qu'on va vivre avec ça pendant des décennies. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que quand les guerres s'arrêteront en Afrique, on n'aura plus ces phénomènes. Les phénomènes migratoires sont constants, alors plus ou moins importants, mais constants. On ne parle jamais de la principale migration sur Terre, qui n'est pas la migration économique ou je sais pas quoi, qui est la migration climatique. Non, mais c'est quand même important que les gens sachent. Il y a des gens de toute façon qui quitteront leur territoire parce que ça n'est plus vivable. Donc là, on ne pourra pas les renvoyer sur un tas de sable. On va être coincé. Donc c'est vraiment une nouvelle ère, à mon avis, une nouvelle entrée, une autre forme de mondialisation qui va être des déplacements massifs, avec donc ce jeu pervers de savoir que soit tu les maltraites. Et donc, forcément, tu es plus ou moins condamné. Soit tu les accueilles bien, mais avec le risque, et c'est ça qui fait peur à Gérard Collomb, du fameux appel d'air. On se gargarise de la façon dont on traite les Syriens. On nous a dit, mais les Syriens sont très bien accueillis. Attendez, les Syriens, c'est formidable ce qui leur arrive. Moi, les Syriens, je les vois toujours aux portes de Paris, avec des enfants, des poussettes. Et j'avais discuté avec une enseignante qui donne des cours justement à des Syriens et qui m'explique qu'on les parque dans des bidonvilles, dans des conditions absolument insalubres, et que ses collègues avaient développé notamment la gale, et que ce cinéma qu'on fait à propos des Syriens est absolument faux. Donc les Syriens, on s'en est débarrassé, on les a mis de côté après avoir déstabilisé le pays et après avoir. C'est la France qui a déstabilisé la Syrie maintenant. Vraiment, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Je dis pas que c'est la France qui a déstabilisé, mais ces conflits qui sont créés à l'intérieur. Quand on a voulu libérer la Libye, quand on a voulu libérer la Libye pour instaurer une démocratie, on voit bien que l'effet était très bénéfique et que de tuer Kadhafi, finalement, ça a libéré la Libye et ça n'a absolument pas déversé les migrants comme on l'a pensé. Donc la question syrienne. L'avenir du continent africain n'est pas de venir vivre en Europe. L'avenir du continent africain, c'est de se développer l'Afrique. Et on ne le fait pas du tout. Et c'est aussi à eux-mêmes de le faire, parce que la France, je sais, elle doit aider le monde entier, mais aussi l'Afrique doit s'aider elle-même, elle doit se développer d'elle-même, elle doit savoir aussi renverser les régimes qu'il faut renverser. Il va sortir de la corruption. Sortir de la corruption, oui, mais ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Et donc l'avenir de l'Afrique, des Africains, c'est en Afrique. Au-delà, bien sûr, des problèmes de guerre en Érythrée et autres, mais de dire que l'Europe aura vocation à accueillir tous ceux qui ne peuvent plus rester chez eux, c'est que ça va exploser socialement et politiquement. Ça commence déjà. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe en Italie. En Italie, quand même, on a les deux principaux partis, ce sont des partis anti-migrants. En Allemagne, on a revu de l'extrême droite. Dans le pays qui a inventé le nazisme, on revoit de l'extrême droite. En Europe de l'Est, la montée en Scandinavie, l'extrême droite monte. Donc on peut avoir des discours un peu abrupts comme celui de Jimmy qui dit c'est comme ça et pas autrement, mais on voit bien quand même que c'est plus complexe. Non, mais que ça. moi je crois qu'on peut pas simplement dire accueillons les Syriens. Ce qui fait monter ce sentiment anti-migrant, c'est aussi ces images-là, c'est-à-dire laisser les gens s'entasser. Pour moi, il y a plus un problème d'accueil des migrants qu'un problème de migrants. Ne me faites pas croire dans un pays qui vient d'accueillir l'Euro de foot, dans un pays qui va accueillir les Jeux Olympiques, qu'on peut pas accueillir quelques milliers de personnes. C'est la question de savoir qu'est-ce qu'on fait précisément. C'est pas question d'accueil, c'est qu'est-ce qu'on fait. Comment loge-t-il, comment travaille-t-il, quel papier, comment on les prend en charge. Je vous rappelle, l'ensemble des choses, c'est ça. 28 000 migrants en 3 ans. Je vous rappelle que le nombre de naissances en France, c'est 750 000 par an. Le gros problème de ces images, c'est qu'elles donnent à fond un zoom terrible où on a l'impression qu'il y a énormément de monde, mais rapporté à un pays de près de 70 millions d'habitants, aux 36 000 communes, une immense. Oui, mais c'est un pays qui connaît 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. C'est un pays qui ne va pas très très bien et qui pense que à tort peut-être que c'est une menace. Il faut l'entendre ça. Mais ça je l'entends. La France c'est pas le Zimbabwe, excuse-moi. La France c'est un pays qui va mal. On est quoi, la 5e, 6e position économique mondiale. Toujours de choses terribles que tu vois. Donc c'est pas parce qu'il y a de la misère sociale qu'il faut aggraver la misère et qu'il faut se débarrasser des migrants. C'est pas ce que j'ai dit. On oppose le SDF qui n'a pas de logement aux migrants. On l'oppose pas. Si, c'est ce que tu fais, Olivier. Tu dis que comme il y a de la misère, mais c'est pas moi qui pense ça. Je dis qu'il y a faire mieux. Non, je dis simplement qu'il y a des Français qui voient ça en se disant mais alors dans ce cas-là est-ce qu'on s'occupe encore de nous? C'est ça. Il faut les éduquer les Français, il faut leur dire d'abord qu'on n'oppose pas les gens, c'est
vraiment lamentable qu'il y ait encore des SDF dans la rue, malgré toutes les promesses. Donc les gens, quand ils votent, qu'ils fassent gaffe, parce que finalement tout le monde se fait élire en disant il y aura plus de SDF dans la rue, plus personne ne dormira dans la rue, et tout le monde oublie ces promesses qui normalement quand même engagent un peu les gens. Qu'est-ce que mais c'est super important. Les propos. Et il faut vraiment que les gens, quand je dis qu'il faut éduquer les gens, notamment sur les chiffres, que les gens aient conscience de cette espèce de goutte d'eau qu'on n'arrive pas à gérer. Éduquer les gens, voilà. C'est ce qu'on disait parce que là, c'est ça, le côté éduquer les gens, c'est comme si tu leur dis, non seulement le peuple pense mal, mais le peuple ressent mal. Ce que vous ressentez, vous avez tort de le ressentir. Ça, tu ne pourras pas le faire. J'ai commencé, tu as remarqué, ma première phrase, c'était de la compassion pour les riverains. Non, je ne peux pas faire mieux. Il faut éduquer les gens par les riverains et après par les migrants. Je peux pas faire mieux. Il faut éduquer les gens. Après, la deuxième chose, tu dis, il y a ces images-là qui créent de la peur, tout ce que tu veux. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose de pas réglé dans notre histoire en commun. Comme disait l'auditrice qui a appelé, on est encore en train de parler d'immigrés de la 3e génération. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de Français de la 3e génération. On est encore en train de voir qu'il y a quelque chose qui a été mal fait. Donc c'est pour ça aussi que les gens ne sont pas prêts, parce qu'ils se disent, regardez, on a déjà raté des choses en regardant la délinquance, et ils ne voient pas, et les modèles de réussite sont silencieux, ou ne sont pas visibles. Il y a aussi tout ça. Donc tu ne peux pas dire que les gens ressentent mal, alors qu'à longueur de temps, ils voient tous les ratés des années précédentes. On peut pas dire ça. Et ce n'est pas en leur disant le multiculturalisme c'est génial et l'immigration, de toute façon on peut pas y échapper, que d'un coup tu vas avoir ce consensus là. Et moi j'en ai un peu assez de ces formules toutes faites, si tu veux, mais de la culpabilisation des gens qui ressentent autre chose que toi, parce qu'ils sont nombreux aussi. Dans un instant, les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, je n'ai rien à cacher, tout est réglo, mais on cherche à m'abattre. C'est ce que dit le numéro 1 de la France Insoumise, alors que le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Et les GG veulent savoir si effectivement on essaie d'abattre la France Insoumise. À tout de suite au 32-16. Alors c'est ça les droits de l'homme, s'insurge Marie.